Donc, bonjour à tous. Bienvenue maintenant dans la prochaine conférence qui sera présentée par le docteur Jean-Samuel Boudreau-Penneau sur le lymphome 101, donc suite au diagnostic récent. Docteur Boudreau-Penneau est hémato-oncologue, diplômé d'un doctorat en médecine et de sa surspécialité à l'Université de Montréal. Il a ensuite effectué un certificat de formation complémentaire en recherche clinique de phase 1, 2 et 3 en lymphome et en myélome multiple auprès du professeur Philippe Moreau au Centre hospitalier de l'Université de Nantes. Il est actuellement hémato-oncologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, professeur adjoint de clinique au département de médecine de l'Université de Montréal ainsi que chercheur associé. Il est responsable de l'unité d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques du CIUS du nord de l'île. Docteur Boudreau-Penneau, merci beaucoup pour la présentation et d'emblée à tous. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans le chat et je serai votre porte-parole en fin de conférence. Merci beaucoup, Jean-Samuel. Merci Isabelle, merci Lymphome Canada pour cette invitation. Donc, conférence Lymphome 101, donc je vais mettre la table au reste aux autres conférenciers. Donc, les objectifs, on va regarder la définition et la caractérisation des lymphomes très rapidement parce que le Dr Assoudine va y aller avec plus de profondeur. Présentation clinique de la maladie, les méthodes diagnostiques en 2023. On va faire un survol très rapide des approches thérapeutiques disponibles et à venir parce que mes collègues vont en discuter un peu plus tard et on va mettre un mot sur la recherche en lymphome. Donc, tout d'abord, définition, lymphome, c'est un cancer à départ du système lymphatique. Puis le système lymphatique, en fait, c'est un organe qui est réparti dans tout le corps, qui fabrique et stocke les globules blancs qui, à la base, servaient à combattre les infections. Le système lymphatique s'est formé, en fait, des amygdales, de la rate, qui est un organe au niveau de l'abdomen, du thymus, des ganglions, donc c'est ce qu'on peut voir enflé au niveau du cou et de certaines autres parties du corps, et d'un réseau complexe de vaisseaux lymphatiques qui se baladent dans l'entièreté du corps. Puis ça, à la base, c'est très important pour le système immunitaire, puis ça aide à combattre les maladies en temps normal. Vous voyez donc sur ce schéma, le système lymphatique est représenté en vert. Donc, on a la rate qui est un organe qui fait partie du système lymphatique, donc au niveau de l'abdomen. On va voir aussi que dans les sièges tumoraux, on a l'espace médulaire, donc la moelle osseuse qui est très importante, et le thymus ici qui est juste en bas du cou. On va commencer par des statistiques. Premièrement, le cancer, vous connaissez probablement un à plusieurs personnes qui sont atteintes du cancer. C'est une maladie qui est très fréquente. Les dernières statistiques de Statistique Canada en 2023, on disait que pour les deux sexes, 45% de la population canadienne allait être atteinte d'un cancer d'ici leur décès, 45% pour les hommes et 44% pour les femmes. Donc, près de 50% des patients vont avoir un diagnostic de cancer dans leur vie. Toutefois, quand on regarde les sous-types de cancer, la majorité des cancers sont des cancers qui sont non des lymphomes. Donc, pour les hommes, on voit que le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer du côlon représentent la très grande majorité des cancers, alors que le lymphome non-hodgkinien, c'est seulement 4,9 et le Hodgkin 0,5 Donc, les lymphomes chez les hommes correspondent à seulement 5 des lymphomes, des cancers diagnostiqués. Chez la femme, on a des cancers un peu différents. Donc, évidemment, le cancer du sein prend beaucoup de place, le cancer du poumon et le cancer colorectal qui représentent la quasi-totalité des cancers. Et il y a un petit faible pourcentage qui se partage toutes les autres. Entre autres, le lymphome de non-hodgkinien, 4 et le lymphome de Hodgkin, 0,4 Donc, encore une fois, moins de 5 des cancers chez les femmes qui sont des lymphomes. En 2023, si on regarde les statistiques canadiennes sur le cancer, c'est 10 900 Canadiens qui vont recevoir un diagnostic de lymphome non-hodgkinien, un faible pourcentage pour le lymphome de Hodgkin, et 3100 Canadiens vont mourir d'un lymphome non-hodgkinien. C'est des chiffres qui peuvent impressionner, mais en cancer du poumon, en cancer du sein, en cancer colorectal, ces chiffres sont nettement supérieurs. Au niveau de la répartition homme-femme, il y a 6100 hommes qui vont recevoir un diagnostic de lymphome et 1800 vont mourir de la maladie, puis 4700 femmes, donc un peu moins chez les femmes, puis 1300 vont mourir de la maladie.
Donc, ce qui se passe en lymphome, on a des cellules lymphatiques qui vont devenir des cellules du système lymphatique qui vont devenir anormales puis qui vont se mettre à proliférer ce qu'on appelle hors de contrôle. Donc, on a notre système immunitaire qui ne sera pas capable d'arrêter le contrôle de la prolifération de ces globules blancs. Il peut y avoir des mutations à l'intérieur de la cellule. Quand on parle de mutations, c'est des mutations génétiques. C'est des mutations génétiques acquises. Donc, c'est des mutations qui se font à l'intérieur de l'ADN des cellules. Ce pas des mutations qui ont été héritées, donc qui nous ont été transmises par nos parents ou qu'on va transmettre à nos enfants. C'est des mutations, pour la grande majorité du temps, qui sont non congénitales. Donc, les patients ne sont pas nés avec cette mutation. Lorsque cette prolifération se fait au niveau d'un ganglion, donc c'est normal d'avoir des ganglions. Qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est quand les ganglions deviennent importants, ce qu'on appelle des adénopathies. Donc, une prolifération au niveau d'un ganglion va créer ce qu'on appelle une adénopathie qu'on va pouvoir examiner à l'examen physique ou voir lors des imageries. Les facteurs de risque, on nous pose souvent les facteurs de risque en lymphome. Il faut comprendre qu'en lymphome, la très grande majorité des patients n'auront pas de facteurs de risque. On a des facteurs de risque qui sont rares qui peuvent expliquer un certain pourcentage de lymphome, mais ce n'est pas la majorité. Entre autres, toutes conditions qui baissent le système immunitaire, ça peut être causé par des médicaments, donc des médicaments qui sont immunosuppresseurs, des conditions innées, donc on a des patients qui naissent avec un système immunitaire, des maladies assez rares, mais qui naissent avec des systèmes immunitaires plus bas, ça augmente le risque de développer un lymphome. Et on a des systèmes immunitaires bas d'une façon acquise. Par exemple, le VIH, éventuellement le stade SIDA, va baisser grandement le système immunitaire. Le système immunitaire est important pour permettre de contrôler et combattre les cellules néoplasiques. Donc, en ayant un système immunitaire plus bas, on augmente notre risque de lymphome. Il y a certaines maladies auto-immunes du fait d'une prolifération importante de cellules à l'intérieur du système immunitaire, ça augmente le risque d'erreur. Plus il y a de la prolifération, plus il y a un grand risque d'erreur et plus il y a un risque de développer d'une façon subséquemment un lymphome. Il y a certaines infections à la base en raison de leur réplication qui vont augmenter aussi le risque du cancer. On peut penser par exemple à l'EBV qui est responsable de la mononucléose, peut être responsable de certains lymphomes, le VIH, un virus relativement rare qui est responsable d'un lymphome très précis qui est l'HTLV1. On a les hépatites, dont l'hépatite C qui peut être associée à certains lymphomes. Au niveau environnementaux, l'association est beaucoup moins claire que dans les cancers solides. On a certains liens qui se font, mais on a de la difficulté à associer vraiment une exposition versus en cancer solide, par exemple, le tabac qui est associé au cancer du poumon. Cette association en lymphome est moins précise. Survol rapide de la classification qui va être élaborée plus tard. Donc, le lymphome, en gros, on a plusieurs façons de le séparer, mais très souvent, on le sépare en B et en T. Le B, ça vient du fait que le lymphome provient d'un lymphocyte qui s'appelle le lymphocyte B, qui correspond à 80% des lymphomes et qu'on sépare en hodgkiniens et non-hodgkiniens. Puis les non-hodgkiniens sont les plus fréquents. Dans les lymphomes T, c'est 20% des lymphomes, donc c'est des lymphomes qui sont plus rares. Après, ces lymphomes-là, on peut les séparer d'une deuxième façon, donc d'une façon agressive et d'une façon indolente. Donc, les lymphomes agressifs, leur caractéristique, c'est que c'est des lymphomes qui, lors de la présentation, nécessitent un traitement immédiat. Et si on ne traite pas le patient rapidement, il va y avoir des complications importantes qui vont finir par mener au décès du patient. Une des caractéristiques aussi, puisque les cellules se divisent rapidement dans les lymphomes agressifs, on a une plus grande possibilité de guérison. Donc, le but quand on a un lymphome agressif, c'est qu'on veut guérir le patient. On ne peut pas se permettre de seulement endormir la maladie parce que c'est des maladies très agressives. Il y a, parmi les lymphomes qu'on retrouve, on parle du lymphome B diffus à grande cellule, donc qui est un lymphome relativement fréquent. Le lymphome de Burkitt, lymphome rare mais qui prolifère très rapidement. Le lymphome du manteau, on le met souvent à cheval entre les deux, entre le lymphome agressif et le lymphome indolent, dans la mesure où très souvent, il faut le traiter immédiatement, mais malheureusement, on n'est pas capable de le guérir en 2023. Les lymphomes indolents, donc c'est des lymphomes qui progressent plus lentement. La majorité des patients qui vont avoir un diagnostic de lymphome indolent n'auront pas besoin d'un traitement dans l'immédiat. Donc, on va pouvoir se permettre de les observer pendant plusieurs années et éventuellement, quand ce lymphome va remplir certains critères, on va pouvoir proposer un traitement au patient.
Ça, c'est son côté positif. Son côté négatif, c'est que quand on commence un traitement, malheureusement, on ne peut pas le guérir. On peut l'endormir, souvent pour plusieurs années. L'espérance de vie est assez bonne avec ce type de lymphome-là, mais on ne parle souvent pas de guérison. On retrouve dans ces lymphomes le lymphome folliculaire, le lymphome de la zone marginale, un sous-type, la LLC, qui, lorsqu'elle est sous forme ganglionnaire, on l'appelle le lymphome à petits lymphocytes, et un lymphome relativement rare qu'on appelle le Waldenstrom ou le lymphome lymphoplasmocitaire. Je vous épargne les détails, mais nous, après, on les recaractérise. On a une WHO, donc une catégorisation internationale qui permet d'avoir vraiment le bon sous-type de lymphome. Puis ça, il en existe vraiment beaucoup de sous-types. Les symptômes qui sont associés au lymphome. Bon, premièrement, le patient peut palper lui-même des adénopathies qui sont des masses qui peuvent être présentes à plusieurs endroits au niveau du corps. Des fois, c'est au niveau du cou. Ça peut être palpé au niveau des aisselles. Ça peut être palpé au niveau des aines. Puis il y a des endroits un peu moins typiques, comme au niveau du coude également, qu'on peut palper des ganglions. Ça peut également finir par comprimer des structures quand elles sont trop importantes puis provoquer des symptômes. Par exemple, si on a un ganglion très important au niveau du ventre, ça peut comprimer l'axe vasculaire et provoquer ce qu'on appelle un gonflement, un édème du membre inférieur. La fatigue, symptôme pas très précis. La majorité des gens qui ont de la fatigue n'ont pas de lymphome, mais la majorité des gens qui ont des lymphomes qui nécessitent un traitement vont ressentir de la fatigue. Puis les symptômes B sont très importants. Symptômes B, c'est quoi? C'est de la fièvre, une perte de poids de 10%, donc une perte de poids qui n'est pas subtile. Un patient qui pèserait, par exemple, 150 livres, il y aurait une perte de poids de 15 livres et des sudations nocturnes. Ces symptômes-là sont très importants parce que ça permet, dans certains lymphomes, d'avoir une valeur pronostique, donc en maladie de Hodgkin, par exemple. Ça va permettre également de surveiller le risque de rechute. Lorsque vous êtes porteur d'un lymphome pour lequel les traitements ont été amorcés, on va suivre d'une façon très précise ces symptômes parce que c'est souvent l'indice le plus important que votre lymphome est en rémission ou en rechute. C'est des symptômes qui surviennent très précocement durant la rechute. Donc, au questionnaire, votre médecin ou vos infirmières pivots vont souvent vous poser ces questions. Puis la perte de poids, c'est important de dire 10% parce que c'est normal que le poids fluctue avec le temps. D'avoir une variation de quelques kilos dans le temps, c'est souvent peu inquiétant. On se sert du 10% parce qu'on sait que perdre 10% d'une façon involontaire, c'est quelque chose de quasi impossible. De perdre 15, 20, 30 livres, on sait que c'est difficile de perdre du poids. Donc, une perte spontanée du poids sans raison est fortement inquiétante. Puis il y a des symptômes moins classiques par la suite. Donc, par exemple, lorsqu'on a un lymphome T, qui est un lymphome plus rare, on peut avoir des rougeurs ou des lésions cutanées qui sont beaucoup plus présentes dans le lymphome T. On augmente notre risque d'infection, notre système immunitaire peut être plus bas, même avant les traitements, mais pendant les traitements encore plus. Puis après, on peut avoir des atteintes d'organes. Je disais tout à l'heure que les lymphomes vont principalement s'attaquer au système lymphatique, mais ils peuvent s'attaquer également aux organes. Donc, par exemple, il peut s'attaquer au foie, puis aux voies biliaires, puis provoquer une jaunisse. Donc, le patient se présente avec une peau complètement jaune. Il peut s'attaquer au niveau des poumons, puis le patient peut avoir de la difficulté à respirer ou peut avoir de la difficulté à respirer parce que, en raison d'un fardeau tumoral important au niveau de l'espace médulaire, le patient a beaucoup d'anémie. Il y a des lymphomes, des fois, qui s'attaquent au tube digestif, dont l'estomac. Donc, le patient peut avoir un saignement plus ou moins important et des douleurs au niveau de l'estomac. Et le lymphome peut également s'attaquer à la cavité abdominale puis finir par provoquer de l'eau dans l'abdomen, ce qu'on appelle de l'acide. Les tests diagnostiques. L'examen diagnostique le plus important, c'est la biopsie. C'est ça qu'on doit prioriser en premier parce que c'est souvent également l'examen qui va prendre le plus de temps à interpréter. Qu'est-ce qu'on biopsie? On biopsie ce qu'on croit être le plus payant. Très souvent, on va biopsier un ganglion. On peut également biopsier l'espace, donc la moelle osseuse, pour voir s'il y a du lymphome qui s'attaque au niveau de la moelle. Ou un autre organe atteint. Donc, on essaie de trouver un juste milieu entre une biopsie qui est sécuritaire. Donc, évidemment, biopsier un ganglion, c'est plus sécuritaire que biopsier un poumon, mais aussi une biopsie payante. Donc, biopsier un ganglion de 1 cm, on a moins de chances de trouver la maladie que si on biopsie un ganglion qui en fait 10. Cette biopsie-là, par la suite, elle va être examinée par un pathologiste. Pour la partie moelle osseuse, ça va être examiné par l'hématologue.
Et la biopsie, des fois, peut être non concluante. Ça peut causer une certaine frustration et pour le médecin et pour le patient parce que lorsqu'une biopsie est non concluante, on attend déjà depuis quelques jours, quelques semaines et on doit répéter cet examen. Il y a certains lymphomes dans lesquels les biopsies peuvent être assez difficiles, entre autres la maladie de Hodgkin. En raison de la grosse masse du médiastin, des fois, on fait des biopsies, puis on tombe sur des sites de fibrose, des sites non concluants, des sites de cicatrices, mais on ne réussit pas à avoir un diagnostic avant plusieurs biopsies. Puis les tests en pathologie peuvent être longs, des fois très longs, parce qu'il ne suffit pas de regarder les lames au microscope. On doit faire des colorations, puis faire des réactions chimiques qui peuvent prendre un certain temps. Puis c'est une des parties les plus importantes du diagnostic. Puis on ne peut pas, on ne peut pas aller vite, on ne peut pas accélérer certaines étapes qui sont lentes. Et on a besoin d'avoir le bon diagnostic au départ parce que le bon diagnostic va amener le bon traitement et le bon traitement va amener une augmentation des chances de guérir le patient. Via aussi des prises de sang, on peut regarder des récepteurs présents sur les cellules tumorales qui nous permet d'avoir déjà une bonne idée également du type de cancer. On prend l'ADN à l'intérieur des cellules cancéreuses. On fait des techniques spéciales qu'on appelle des techniques de fiche ou du karyotype pour évaluer des anomalies génétiques acquises qui peuvent nous orienter sur un diagnostic. Il y a certains lymphomes qui vont avoir des anomalies génétiques qui sont hautement sensibles et spécifiques pour un type de lymphome. Puis après, on a d'autres techniques qui s'appellent de la biologie moléculaire qui va permettre encore de trouver certaines anomalies qui peuvent nous orienter. Quand on fait un diagnostic de lymphome, on se sert de la clinique, on se sert de la pathologie, on se sert de tous ces éléments-là pour avoir un diagnostic précis. Puis dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part avec une cinquantaine de lymphomes, puis on les élimine pour arriver avec un diagnostic final. Puis avant de commencer un traitement, on a absolument besoin, dans tous les types de lymphomes possibles, d'avoir le diagnostic final et le bon type de lymphome. Les prises de sang, l'examen physique et la moelle osseuse qui va également aider. Au niveau des imageries, plusieurs imageries qui peuvent être offertes, l'échographie, le scan, le PET scan. Un des examens les plus précis pour la majorité des lymphomes va être le PET scan. Le PET scan permet d'évaluer l'activité de la maladie. Donc, le scan mesure la grosseur des masses, le PET scan mesure l'activité, puis c'est souvent le PET scan qui va permettre d'évaluer l'étendue de la maladie d'une façon plus précise. Ce PET scan-là va être diagnostique, va permettre également des fois d'évaluer si la réponse au traitement est adéquate. Puis le PET scan fonctionne dans la quasi-totalité des lymphomes. Il y a certains lymphomes qu'on dit non avides, donc c'est des lymphomes dans lesquels il n'y a pas d'activité au PET scan. Puis n'ayant pas d'activité, cet examen-là n'est pas fait de routine. Fait que si votre type de lymphome, votre médecin n'a pas prescrit de PET scan, c'est possiblement pour cette raison. Des fois aussi, les lymphomes sont très agressifs et on a besoin de traiter très rapidement. On n'a pas le temps de faire cet examen. Mais si on a le temps, on essaie de le prioriser. Les lymphomes, par la suite, la majorité des lymphomes, on les sépare en stades qui va de 1 à 4. Le stade 1, c'est localisé à un ganglion. Le stade 2, on a plus qu'un ganglion, mais du même côté du diaphragme. Le stade 3, de part et d'autre du diaphragme. Puis le stade 4, on a vraiment une maladie étendue avec très souvent une atteinte d'un organe qui est non lymphatique, comme par exemple un poumon. La façon qu'on traite les lymphomes, très rapidement, parce que mes collègues vont en parler, mais comme je disais tout à l'heure, le lymphome agressif, notre but, c'est de le guérir. Donc, on doit le traiter, débuter un traitement sans délai raisonnable, puis essayer de viser la guérison. Les lymphomes indolents, on a certains critères qui nous permettent de déterminer si le patient peut être observé versus traité. Puis, entre autres, dans les lymphomes indolents, par exemple, on va traiter lorsque le patient va développer les fameux symptômes B que je vous ai parlé, ou quand les ganglions deviennent de très bonne taille, même en leucémie, on vise en même des tailles plus élevées, mais en général plus que 7 cm, 3 ganglions de 3 cm, ou quand la rate devient très importante et douloureuse. C'est les principaux critères qui vont amener votre médecin à débuter un traitement. Puis le but du traitement n'est pas de guérir, mais d'endormir la maladie. Rapidement, les modalités. Donc, on a la chimiothérapie qu'on utilise depuis des années. Elle est encore utilisée en 2023. Elle n'est pas détrônée. On l'utilise dans beaucoup de lymphomes, souvent en combinaison avec l'immunothérapie.
L'immunothérapie, on va vous en parler plus tard, mais c'est souvent des anticorps qu'on utilise en première ligne. L'anticorps le plus connu et celui qui a changé le plus la façon de traiter le lymphome, c'est le rituximab, qui est un médicament qui a déjà plus que 15 ans. Puis on va voir que dans l'immunothérapie, mes collègues vont vous en parler tout plus tard, mais la fameuse technique par CAR T-cell va embarquer dans cette catégorie. Dans la majorité des patients avec des lymphomes B différentuels ou des lymphomes indolents, en commençant, on combine de la chimio et de l'immunothérapie pour être le plus efficace possible. Et c'est variable d'un cancer à l'autre, mais la majorité des lymphomes, si on est capable de les traiter en une ligne de traitement, la durée des traitements va durer habituellement 4 à 6 mois. On a la radiothérapie qui va nous aider à des fois combiner avec la chimiothérapie pour pouvoir avoir une visée curative. Des fois, ça va être pour réduire une masse qui est douloureuse ou incommodante ou dérangeante. La transplantation de moelle osseuse qui est utilisée pour les maladies réfractaires, souvent en deuxième ligne, les lymphomes agressifs, qui est tranquillement est en train d'être dépassé par les CAR T-cells. C'est une technique qui se fait après avoir détruit les cellules cancéreuses avec une chimiothérapie très puissante. On va redonner un greffon qu'on a préalablement prélevé au patient pour permettre à la moelle de se reconstruire. Ça nous permet en moelle osseuse d'utiliser des doses très, très fortes de chimiothérapie, puis les CAR-T que mes collègues vont vous parler tout à l'heure. Un coup qu'on a traité le patient, on fait des imageries pour voir si la maladie est guérie ou si la maladie est bien endormie. Si c'est le cas, ben, on fait des suivis, très souvent des suivis qu'on va voir cliniques, donc avec des questionnaires, des examens physiques, des prises de sang, très rarement des imageries. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, il faut malheureusement recommencer une nouvelle thérapie. On se fait souvent demander pourquoi mon médecin ne fait pas plus d'imagerie pour le suivi de mon lymphome. Parce qu'on sait que les récidives de lymphome vont se développer souvent très rapidement et souvent en deux imageries. Puis les études ont démontré que la majorité des rechutes sont des rechutes qui sont symptomatiques. Puis les symptômes des patients sont souvent aussi fiables que les imageries, puis peuvent permettre une détection plus précoce. Puis en lymphome, comme les espérances de vie sont souvent très longues, si on ferait des imageries sans arrêt, le risque d'exposer le patient à la radiation inutile est quand même pas banal. Par exemple, vous êtes suivi pendant 5 ans pour votre lymphome, on fait des scans aux 3 mois, mais sur 5 ans, le patient va avoir une vingtaine de scans. Fait qu'on a démontré qu'avec le temps, on faisait probablement trop d'imagerie et la mode actuellement, c'est d'en faire de moins en moins. Réfractaire versus rechute, on se fait aussi demander la question. Réfractaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a débuté un traitement pour votre lymphome et il n'a pas répondu optimalement ou il n'a pas répondu du tout. Pas répondu optimalement, c'est que la masse a diminué, mais pas assez pour qu'on soit satisfait. Et pas du tout, c'est que la masse a grossi pendant nos traitements. Donc, on appelle ça le patient, il est réfractaire, voire primaire réfractaire. En rechute, c'est que votre lymphome a répondu au traitement, mais malheureusement, après quelques mois, quelques années, le lymphome est revenu. Donc, on dit que le patient rechute de son lymphome. Puis après, les deuxièmes lignes. Quand on regarde une deuxième ligne d'un patient, il y a plusieurs choses qu'on regarde. Le type de maladie, la tolérance au traitement, est-ce qu'il est candidat à une greffe, c'est quoi la volonté du patient, c'est quoi l'agressivité de la rechute, c'est quoi les comorbidités, les problèmes de santé du patient, la durée de la rémission. C'est tous des éléments qu'on regarde pour choisir la deuxième ligne de traitement. Et il y a du nouveau en lymphome. Là, j'en ai marqué quelques exemples, mais juste vous dire qu'on a des anticorps, des nouveaux anticorps qui ont remplacé des anciens anticorps. On a des anticorps en maladie de Hodgkin maintenant qu'on utilise maintenant en première ligne et en maladie réfractaire. On a un type d'immunothérapie pour lequel on aide notre propre système immunitaire à attaquer le lymphome. Donc, ça, c'est la maladie de Hodgkin. On a intensifié certaines chimiothérapies pour augmenter les risques de guérison en lymphome agressif. Puis les gros sujets à la mode qu'on va vous parler plus tard, c'est qu'on a des CAR-T qui ont permis de guérir des lymphomes qui étaient, avant cette technique, malheureusement, condamnés au décès. Puis on a des nouvelles thérapies dites spécifiques qui s'en viennent tranquillement, qu'on devrait voir arriver dans les prochaines années. Le pronostic, il s'est amélioré il y a plusieurs années avec l'arrivée du rituximab, puis maintenant il s'améliore avec l'arrivée des nouvelles thérapies. On est excellent dans certains types de lymphomes et on a place à amélioration dans d'autres types de lymphomes. Il y a d'autres types de lymphomes pour lesquels on ne réussit pas à bien contrôler la maladie.
Ça, c'est juste pour vous montrer des petites courbes que nous, on regarde dans les études cliniques. Par exemple, en lymphome indolent, c'est quand même des papiers qui datent déjà, mais on démontre qu'avec des chimiothérapies, immunothérapies maintenant, qu'on donne en 2023, mais qu'on donne depuis plusieurs années, on est capable d'avoir des survies sans progression très bonnes. Donc, des patients qui reçoivent, par exemple, de la bendamustine en première ligne, on est capable de dire qu'à 120 mois, donc à 10 ans, plus de 50% des patients sont encore en rémission. Donc, quand je vous dis que des lymphomes indolents, c'est des lymphomes qu'on ne réussit pas à guérir. On ne réussit pas à guérir, certes, mais on réussit à avoir quand même des très bons chiffres. Vous avez votre diagnostic à 60 ans. Donc, à 70 ans, vous avez une chance sur deux d'être encore sans maladie, ce qui est quand même intéressant. Et les chiffres de survie sont aussi impressionnants. Donc, à 10 ans, on a 80% des patients qui sont encore en vie avec nos traitements. Donc, on est quand même tombé sur des maladies on a réussi à bien contrôler en 2023 et par rapport à certains autres cancers qui sont plus compliqués. Minimaux sur les essais cliniques parce que dépendamment du type de maladie, des fois, ce type de traitement va pouvoir vous être proposé. Puis le but d'un essai clinique, en fait, c'est de tester sur des patients des traitements contre une maladie. Les essais sont généralement comparés à un nouveau traitement ou un traitement standard, ce qu'on appelle des études randomisées. Ça, c'est les phases 3. Puis dans les phases 3, la moitié des patients vont recevoir le traitement standard, qui est le traitement qu'on vous aurait donné hors étude clinique, puis l'autre moitié va recevoir donc le nouveau traitement que le médecin croit prometteur. Quand on décide de faire des études cliniques, on pense que le standard mérite d'avoir une amélioration, puis on pense que le traitement expérimental peut surpasser le traitement standard. Dans les études, il y a plusieurs phases. Il y a des phases précoces puis des phases tardives. Donc, ça, c'est vraiment des phases cliniques. La phase 1, c'est qu'on regarde la toxicité du médicament. La phase 2, on regarde encore la toxicité, mais on commence à regarder déjà un début d'efficacité. Puis la phase 3, c'est vraiment la phase randomisée où on va vraiment évaluer que le médicament est plus efficace que le traitement standard. Donc, la quasi-totalité des molécules doivent passer par ça. Euh, Pourquoi participer à une étude clinique? Ça permet d'avoir accès à certains médicaments que vous n'aurez pas accès avant. C'est par exemple avant que les corticelles soient disponibles. Donc, la seule façon d'en avoir, c'est via des études cliniques. En mélanome, pendant des années, on a mis des patients sous l'immunothérapie en mélanome et pour découvrir finalement que l'immunothérapie était vraiment, vraiment efficace en mélanome. Fait que tous les patients pendant 10 ans qui ont bénéficié de l'immunothérapie ont pu survivre à un cancer qui était mortel. Donc, il y a certaines études pour lesquelles la molécule va s'avérer être prometteuse et le patient va réellement en bénéficier. Et je vais finir en vous disant que tout à l'heure, je vous ai parlé de statistiques, mais ces statistiques-là sont très complexes à obtenir et au Québec, on a une réputation d'être mauvais en statistiques. On a besoin d'avoir une meilleure collecte des données, puis ça se fait via les registres. Via Isabelle Fleury, qui a créé un registre qui s'appelle le registre du lymphome. Ça permet de collecter des données, puis d'avoir des données statistiques, puis d'avoir des données aussi pronostiques. Donc, c'est des données qui sont très importantes, puis éventuellement, il va y avoir des recherches qui vont se faire sur ces registres. Donc, si votre médecin vous propose un registre, je vous encourage fortement à y participer. J'ai terminé. Est-ce que je suis dans mon temps? Un peu Tout à dépassé. fait. C'est bon. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Jean-Samuel. Je pense que c'est une excellente présentation pour mettre la table justement pour la journée, là. Puis ça démontre bien la complexité, hein. Le lymphome, c'est un cancer, mais en réalité, c'est plus de 80 sortes de cancers différents. Puis ça met l'importance sur le fait que ça prend peut-être un petit peu plus de temps que pour d'autres cancers à diagnostiquer, mais c'est absolument crucial puisque ça détermine un peu la prise en charge qu'on a démontré, là, qui est vraiment, vraiment beaucoup d'options. Euh, donc, en fait, dans les questions, là, si je peux juste te transmettre, dans le fond, on remet un peu en question la surveillance vigilante dans les lymphomes indolents. Donc, si je te demande, tu sais, un peu là, ce qu'on a comme données pour démontrer là, que la surveillance vigilante, c'est-à-dire attendre que la maladie ait certains critères avant la traiter plutôt que la traiter au début, les données un peu sur ça, là, je te laisserai juste parler. Oui, ben en fait, on a des données que si on traite précocement les lymphomes indolents, on va être capable d'endormir plus rapidement la maladie, certes, mais on a des données à long terme qui démontrent qu'on n'a pas d'avantage au niveau de la survie.
Donc, de traiter, par exemple, un lymphome folliculaire dès le diagnostic, on ne va pas améliorer la survie du patient. Donc, en bout de ligne, le patient ne va pas vivre plus longtemps. Fait que ça nous permet d'épargner un certain nombre d'années sans que le patient ait besoin de traitement de chimiothérapie. Il y a certaines exceptions, par exemple dans les lymphomes indolents très localisés, des fois avec un traitement de radiothérapie, on a un certain pourcentage qu'on peut guérir, mais dans les lymphomes systémiques avancés, de traiter précocement ne va pas changer la survie du patient. C'est pour ça on a remis en doute, en fait, le traitement très précoce. On s'est servi des critères, puis même les critères ont tendance à être de plus en plus sévères pour commencer à traiter le patient, parce qu'on voit des patients pour lesquels on suit pendant des années, même plus de 10 ans, 15 ans, même des fois 20 ans sans avoir besoin de traitement pour leur lymphome. Et ça, peut-être que le patient va décéder ou va avoir des complications autres qui aura peut-être même jamais besoin de traiter son lymphome. Exact, merci beaucoup. Puis c'est valide aussi pour la leucémie lymphoïde chronique, là, dans Mm. lymphome indolent, comme tu as bien fait illusion, là, allusion, pardon, là, le lymphome lymphocytaire, parce que là, leucémie lymphoïde chronique sont inclus. Euh, la question, en fait, bon, je vois là, dans les questions que il y a des gens qui aimeraient avoir des avis là, personnels du bon docteur Boudreau-Pénaud. En fait, moi, ce que je vous recommande, c'est toujours aller vers votre médecin. Si vous avez un diagnostic difficile, vous voulez avoir des fois d'autres avis, d'autres sons de cloche. C'est toujours mieux de passer par votre hématologue là, pour lui demander de vous référer dans d'autres centres pour avoir des fois un avis, un son de cloche, une évaluation pour un protocole de recherche ou pour des registres. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Voilà. Euh, Il y a une dernière question, peut-être avant de terminer. Il y a une question sur le rôle des traitements de maintien dans les lymphomes indolents. Donc, je pense que c'est plus dans les contextes de lymphome folliculaire. Là, je pense que la question s'applique. Donc, je ne sais pas Oui. si tu veux en avoir un point. Ben, en fait, on a des études maintenant qui datent, qui démontrent que en lymphome folliculaire et en lymphome indolent, d'offrir un traitement d'entretien, souvent ici le rituximab, qui va être donné aux 2 mois, permet de prolonger le temps avant que le patient ait besoin d'une deuxième ligne de traitement. Puis c'est pour ça que c'est offert pour maintenant la majorité des patients. C'est des études maintenant qui ont déjà plus de 10 ans qui nous ont démontré ces données-là. On a également aussi des données en lymphome du manteau. Donc, le lymphome du manteau, qui est un lymphome intermédiaire entre le lymphome indolent et le lymphome agressif, où on va donner le rituximab pour une période de 3 ans habituellement, basé sur des études qui sont probablement plus récentes, là, dans les 5 dernières années, une étude qui a été conduite en France qui permet de démontrer encore une fois un avantage avant que le lymphome finisse par progresser. Puis en lymphome du menton, on avait même un avantage aussi de la survie. Les patients avaient tendance à vivre un peu plus longtemps. Fait que c'est offert d'emblée pour les patients. Et le rituximab qui est donné en entretien, qui est une thérapie qui peut sembler assez banale en soi parce qu'il n'y a pas la toxicité, il y a pas la toxicité de la chimiothérapie. Mais on a vu en période COVID, par exemple, que ça pouvait provoquer certains problèmes du fait que les patients sous ces anticorps-là ont tendance à moins bien répondre à nos vaccins. Ils ont tendance ils peuvent faire des COVID plus compliqués aussi. Donc, c'est des traitements qui sont assez bien tolérés, qui peuvent paraître banals en soi, mais qui augmentent quand même le risque d'infection. Exact. Ben, écoute, merci beaucoup. Vraiment, super présentation, vraiment complète. Un excellent survol pour la suite. Donc, merci à tout le monde pour votre présentation, votre participation, pardon. Puis on enchaîne avec la prochaine présentation. Merci Bonne journée. Isabelle. Bye.